Salut à tous, moi c'est Kamer et je suis AI scientiste et j'ai le plaisir de vous accueillir dans cette passionnante formation sur Python qui se déroulera en 6 modules dynamiques. Au cours de cette aventure, nous allons explorer les fondamentaux de Python, un langage qui ne cesse de gagner en popularité du fait de sa simplicité et sa puissance. Tant que vous soyez un débutant, hein, complet, ou que vous ayez déjà quelques connaissances, cette formation, hein, ces différentes vidéos qui seront publiées sur notre chaîne, est conçue pour vous propulser donc vers euh, de nouveaux horizons, si on peut le dire, hein. Et dès notre premier module, hein, dans notre premier module, nous aborderons les bases, les bases de Python, c'est-à-dire l'installation, la syntaxe, le premier pas en programmation. Donc, je peux vous présenter. Donc, on aura comme premier module l'introduction. On va voir l'installation, la syntaxe, le premier pas en programmation. Mais avant cela, on va aborder quelques généralités, hein, c'est-à-dire c'est quoi Python, l'histoire autour de Python. Et au fil des modules suivants, hein, on va plonger dans des sujets de plus en plus captivants. Hein, au module 2, par exemple, on va aborder structure de contrôle et la structure de données. Hein. On va aborder les structures de contrôle et structure de données. Au le module 3, ce sont les fonctions et modules. Le module 4, on va aborder la gestion des erreurs et des exceptions. Le module 5, c'est ça, on va faire une introduction à la programmation orientée objet, pour abréger POO. Et enfin, le module 6, on va faire quelques projets pratiques hein, afin d'intégrer les compétences qu'on a pu acquérir durant les modules précédents. Donc, vous comprenez donc ici qu'au fil des modules, on va plonger dans les sujets captivants euh, et, et ça va vous donner donc l'opportunité de mettre en pratique et vous donner l'opportunité de mettre en pratique vos compétences avec le module 6 à travers des projets concrets afin de consolider les acquis. Donc, cette formation est bien plus qu'un simple apprentissage, hein. Mais je tiens à rappeler qu'elle n'est pas complète. C'est juste pour vous donner déjà une idée de ce qu'est Python. Donc, pour des personnes qui veulent s'intéresser à la formation complète, qui vont mener peut-être des certifications, des obligations, il faut s'inscrire dans des formations dédiées à cela. Nous offrons des formations dans ce sens. Il y a plusieurs autres plateformes qui offrent des formations très intéressantes. Donc, cela dit, préparez-vous donc à vous plonger dans l'univers de Python. Et je suis ravi personnellement de partager cette aventure avec vous. Je suis très ravi de partager cette aventure avec vous et de voir euh, euh, comment chacun, hein, on va voir comment vous allez constater au fur et à mesure des vidéos qui seront publiées sur notre chaîne, pour ceux qui vont suivre, la pas à pas, ils vont constater naturellement une certaine évolution dans la compréhension de la programmation Python. Donc, alors, sans plus tarder, on va donc commencer notre voyage immédiatement par le le module 1. On va plonger rapidement dans le module 1. Je vais vous épargner des détails. Je vais vous épargner de ces détails. On va directement aller au niveau de l'introduction à Python, hein. Les autres détails, c'est pour la formation complète. Donc, comme je disais tantôt, pour ceux qui veulent vraiment aller plus en profondeur, il faut s'inscrire pour la formation complète qui respecte une autre pédagogie. Ici, ce sont des vidéos uniquement pour les chaînes de différentes plateformes sur les réseaux. Et là, on va directement à l'essentiel le plus souvent.
parce qu'on n'a pas le temps pour ce temps d'aller plus en profondeur. Donc, on va commencer donc par l'introduction à Python. L'introduction à Python. C'est quoi l'introduction à Python? Qu'est-ce qu'on va aborder dans ce module? On va voir ce que c'est Python, qu'est-ce que Python. Ensuite, on va présenter, on va voir un peu l'histoire. L'histoire de Python, il est important de savoir comment est-ce que ça a commencé, d'où ça vient, afin de mieux cerner la suite. Les fonctionnalités de Python. Le troisième point, quatrième, on va voir les applications de Python. Ensuite, on va aller au niveau des frameworks, de Python. Et enfin, on va essayer d'expliquer pourquoi on choisit Python, pourquoi est-ce que Python devient de plus en plus populaire, alors qu'on a de nombreux autres langages euh, dans ce sens. Donc, commençons donc par la définition de Python. C'est quoi Python? Donc, en fait, Python, c'est un langage de programmation interprété. On utilise le terme parce qu'on a le langage interprété, on a aussi le langage compilé. Donc, quand on parle de langage interprété, ça veut dire on aura besoin d'un interpréteur, alors que le langage compilé, on a besoin d'un compilateur. Donc, il y a un langage de programmation interprété, orienté objet et de haut niveau. Orienté objet de haut niveau. Et il offre donc, il a été créé par le néerlandais Guido van Rossum les années 90. Au niveau de l'histoire, on va voir vraiment quand ça a commencé. Et Python est devenu très populaire dans les domaines tels que la data science, l'intelligence artificielle, la programmation web et l'automatisation des tâches et de nombreuses autres applications. Euh, Donc, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que Python se distingue par sa lisibilité, donc, lisibilité et sa simplicité. Hein, et ça a une syntaxe claire et concise. Donc, c'est un peu ça, avec cela qu'on justifie le fait que c'est devenu de plus en plus populaire. Déjà, parce que c'est un excellent outil pour la manipulation des données. Hein. Et on est dans l'air, on est aujourd'hui dans l'air des données de masse. Donc, si un langage de programmation permet de faire cela, naturellement, il y a de fortes chances que ça devienne populaire. Donc, on a dit interpréter. Interpréter, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça s'exécute ligne par ligne. Hein. Ce qui facilite ici la détection des erreurs. Parce que quand il y a une erreur, dès que ça trouve une erreur sur une ligne, ça présente cela, il faut corriger l'erreur avant de continuer. C'est exactement comme la communication entre deux personnes qui parlent en deux langues différentes, c'est-à-dire un français, par exemple, et un allemand. Au milieu d'eux, il faut un interpréteur. Hein. Il faut un interprète, si on peut le dire ainsi. Et l'interprète, lui, il a pour rôle de traduire chaque fois ce que l'allemand dit au français et inversement. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'au niveau de l'interprète, lui, il ne doit pas attendre forcément que le français essaie de dire tout complètement ce qu'il a à dire. Le plus souvent, chaque phrase que l'un des participants dit, il traduit directement. Donc, ça veut dire que s'il y a des erreurs, c'est détecté naturellement. Donc, il a aussi cette caractéristique qu'il est multiparadigme. Donc, ça veut dire que la programmation, le langage Python, ça supporte la programmation orientée objet, comme on a expliqué là, aussi la programmation fonctionnelle. Mais ces détails, pour comprendre bien ces détails, il faut suivre impérativement une formation dédiée à cela. Donc, on passe donc au point 2 qui est l'histoire de Python. C'est quoi l'histoire donc autour de Python? C'est déjà en 1980, c'est là qu'il commence dans la conception, c'est-à-dire mise en place, il essaie de réfléchir sur le concept. Et 9 ans après, il y a donc l'implémentation. Hein. Le néerlandais, il fait rapidement l'implémentation et c'est d'ailleurs que en 1991 apparaît la première version de Python. Ensuite, en 1994, on a la deuxième version Python 1.0. En 2000,
on a donc la version Python 2.0. Ensuite, en 2008, on a la version, après la version Python 3.0. En 2017, on a donc la version, on revient, il y a cette version 2.7, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la transition entre la version 2.2 et la version 3 a changé au niveau de la syntaxe. Il y a eu beaucoup de changements. Ça veut dire la syntaxe qui était utilisée jusqu'à la version 2.7 change automatiquement, a beaucoup changé au niveau de la version 3. Mais aujourd'hui, on utilise plus la version 3. Donc, en 2000, on est revenu à 2.7, mais sinon, à partir de 2020, 2020, on a donc la fin de vie de la version 2, 2.7, et on donne donc vie à la nouvelle version 2, qui est la version 2.3. La version 3.0 en évoluant. Donc, voilà les différentes évolutions historiques donc, de, de Python, hein, du langage Python. C'est-à-dire, la conception, c'était en 1980, parce qu'on essaie de fouiller vraiment là. Mais l'implémentation, c'est en 89. Et ensuite, à partir de 91, on commence à sortir différentes versions jusqu'à aujourd'hui. On est à la version 3, mais chaque fois, au niveau de 3, on est à 3, je crois que 3.12 ou 3.13. On va le voir tout à l'heure quand on va aller au niveau du site. Donc, ce qu'il faut donc comprendre dans ça, c'est quoi? C'est que les différentes versions, qu'est-ce que ça signifie les différentes versions? Ça fait, par exemple, si vous prenez la version 1, 1.0, au niveau de la préparation, la première version d'abord, c'est publié et cette version inclue était, bon, avec uniquement les fonctionnalités de base telles que les fonctions, les exceptions et les modules. Hein, c'était uniquement cela. À partir de la première version de 1.0 et de la version 1.0, on a introduit d'autres fonctions comme les fonctions lambda, qu'on va peut-être voir hein, si c'est prévu, les fonctions map, filter, review. Et à partir de la version 2.0, euh, la version introduit dans les fonctionnalités majeures, a introduit les fonctionnalités majeures comme les collecteurs, la prise en charge de l'Unicode, ce qui n'était pas le cas avant. Et non, et la version, si on va au niveau de la transition maintenant à la version 3, comme je disais tout à l'heure, le Python 3.0, à partir de là, ça montre, Python, la version 3.0 a marqué une rupture significative avec toutes les versions précédentes. Donc, à partir de la version là, la version 3.0 a été conçue pour corriger tous les défauts hein, fondamentaux de conception du langage Python. Et comme je le disais tout à l'heure, Python 3 n'était pas rétro-compatible avec toutes les versions 2.x1. Donc, ce qui a conduit donc à une longue période de coexistence entre les deux versions, puisqu'il y avait déjà plusieurs programmes qui avaient été écrits en version 2. Et comme il n'y avait pas cette auto-compatibilité, il fallait faire cohabiter ou coexister ces deux versions pour un certain temps. Pour le moment, on utilise plus dans la version 3. Donc, voilà un peu, en gros, ce qu'on vous dit au niveau de l'évolution des différentes versions. Et maintenant, c'est à vous de découvrir cela. Donc, en 2021, par exemple, jusqu'à 2021, on avait la version 3.10, mais actuellement, je crois qu'on est autour de la version 3.13, 3.14. On va découvrir cela progressivement. Donc, passons maintenant aux fonctionnalités. Hein, c'est-à-dire, euh, la fonctionnalité de Python, c'est qu'il faudra savoir que, comme on le disait tout à l'heure, Python a une syntaxe simple et facile à lire.
Non, c'est simple et facile à lire. Ça veut dire quoi? Donc, cela permet donc aux développeurs de se concentrer plus sur la résolution des problèmes hein, plutôt que la complexité du langage. Parce on peut faire plusieurs autres langages dont la syntaxe n'est pas aussi facile à lire, n'est pas aussi simple. Donc, Python est extensible. Python est extensible et à l'aide des packages. On va le voir dans des bibliothèques. C'est-à-dire des bibliothèques comme Greph à Python. Python accepte cela naturellement sans problème. Et à partir de là, on peut effectuer plusieurs autres opérations avec ce langage, comme développement web, programmation réseau, data science, data analyse, intelligence artificielle, machine learning, plein d'autres applications. Donc, pour chaque domaine, il y a un ensemble de bibliothèques qu'on peut associer au langage, les extensibles. Python est portable. Il est portable, ça veut dire on peut l'utiliser sur différents systèmes d'exploitation sans problème. Le code peut être exécuté sur une exploitation Windows, macOS, Linux, sans problème, sans modifier quelque chose au niveau de la syntaxe. On prend en compte cela. Python a aussi une fonctionnalité de typage dynamique. Un typage dynamique, par exemple, vous avez remarqué, pour ceux qui ont déjà peut-être fait d'autres langues, pour ça qu'ici, lorsqu'on déclare une variable, par exemple, on n'a pas besoin de dire le type de la variable. Donc, Python, l'interpréteur le connaît automatiquement et on peut passer d'un type à un autre dans le même programme. Il y a des fonctions qui permettent de le faire de manière dynamique. Donc, Python est très dynamique. Il est gratuit. Hein, c'est une bonne nouvelle. Donc, on parle encore d'open source. Il a une très large librairie, donc ce qui permet l'extensibilité. Euh, il permet de gérer, il gère automatiquement. Hein, il gère automatiquement. Gestion automatique de la mémoire. Hein, donc, lorsque j'effectue des travaux, là, il y a déjà un module qui gère cette mémoire-là, ce que d'autres langages n'ont pas. Et il est orienté objet. On peut faire face à des projets. Hein, on peut découper cela en modules, en groupes, plus ou moins similaires dans le contenu pour faciliter l'implémentation du programme. Donc voilà quelques fonctionnalités. Il y a d'autres fonctionnalités, hein, mais ici, ce sont les fonctionnalités qui montrent en quelque sorte, avec la on comprend pourquoi, en tant que débutant, il est conseillé hein, de solliciter puis, le langage de programmation Python. Ensuite, on passe donc les composants de Python. Comme toute autre entité, Python a des éléments qui composent sa structure. Là, ici, donc, on va donc voir comme exactement au niveau du corps humain, hein, c'est-à-dire, le corps humain, on a d'abord la petite entité qui est la cellule, un ensemble de cellules qui constituent un tissu. L'ensemble des tissus, ça constitue l'organe et l'ensemble des organes constituent le corps humain. Donc, c'est le même principe aussi qui est adopté ici. Ça veut dire qu'on a d'abord des fonctions. Les fonctions, en fait, c'est parce qu'un recueil de déclarations et ça peut renvoyer des valeurs. On va le voir dans la pratique. Donc, en fait, ça, c'est un peu comme l'unité au niveau des cellules, hein, au niveau du corps humain. Et ensuite, on a les classes. Les classes, en fait, sont des types de données abstraites hein, et cela ne conserve aucune valeur. À l'intérieur des classes, on peut trouver des fonctions. Donc, à l'intérieur, ça peut être des fonctions, ça peut être uniquement des variables qu'on a déclarées. Mais ici, on va tout faire que ça renvoie, ça ne conserve pas de valeur dans ce type de données. Et ça ne doit pas conserver de valeur. L'intérêt de personne peut définir dans une fonction. Et après de ça, on a dans les modules. C'est quoi le module? Donc, cette fois-ci, le module, c'est une collection de classes et de fonctions. C'est-à-dire, pour créer un module, à l'intérieur, le plus souvent, on va trouver parfois uniquement des fonctions, ou même aussi les classes, mais le plus souvent, on trouve les deux à l'intérieur qui constituent le module. Maintenant, lorsqu'on a donc plusieurs modules, hein, si on veut regrouper plusieurs modules, dans lesquels ça constitue maintenant ce qu'on appelle des packages. Un package ou une bibliothèque. Donc, en fait, le package, donc, c'est une collection de modules. Donc, vous voyez qu'on a les fonctions et classes. Il est important, si on parvient à voir comment construire des fonctions, écrire des fonctions, créer des classes et bien agencées.
À partir de là, on peut créer des modules qui sont réutilisables plus tard. Et si on se rend compte qu'il y a des modules qui peuvent être regroupés dans une seule entité, on dit toute cette entité-là conçue dans un package. Vous comprenez donc que le package ici, c'est la plus grande entité au niveau des composants d'un programme Python. Le cinquième point, donc, les frameworks. On va aborder maintenant les frameworks. Donc, ça, les frameworks ou packages, les bibliothèques de Python. Donc, au niveau du développement web, le développement web, on a les frameworks pour le développement web comme Django, Fast API, sont des frameworks qui permettent, qui facilitent le développement. Le développement web, on va entrer plus en profondeur, c'est quoi Django, Flask, ou on va choisir l'un de ces frameworks-là et travailler peut-être dessus. Pour la data science et machine learning, on a le TensorFlow, PyTorch et Scikit-learn, par exemple. Il y a d'autres. En fait, ce qui est cité ici, c'est pas la globalité, c'est pas la totalité, c'est juste quelques qui a été choisi. Sinon, si vous allez au niveau de Google, vous utilisez n'importe quel outil de recherche, vous tapez framework Python, vous allez avoir une grande liste. Pour les applications de bureau, on a PQT, Tkinter, Kiwi. Donc voilà, en gros, les différents quelques frameworks qui sont utilisés, qu'on peut utiliser avec le Python. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme des frameworks comme ça, Python, les frameworks de ce genre, Python comme ça, aujourd'hui, de plus en plus, on s'approche du million. Du million de frameworks. Donc, il y en a assez. Il y a tellement. Donc, c'est juste, si vous voulez, vous pouvez vous documenter en faisant des recherches personnelles. De toute façon, donc, les applications de Python, on utilise Python, vous faites pas, par exemple, Google, si vous connaissez Google, le fondateur même de Python, Guidon, on vous a présenté au début, jusqu'à présent, il est un membre de Google, quoi. Ça dit, il travaille dans mais Google est développé. Il y a une très bonne partie de Google qui utilise le langage Python. On a aussi Spotify. Spotify aussi, lui, il a une très bonne partie où on utilise Python. Ici, quand il utilise Python, ça veut dire que c'est utilisé pour le machine learning, pour le modèle d'intelligence artificielle qui tourne dans cette application est écrit le plus souvent en partie avec Python. On a Yahoo aussi qui utilise Python, Netflix. Par exemple, Netflix, la recommandation, le système de recommandation de films que vous avez le plus souvent. Je disais que j'ai vu quelques films, ça voir le style de film que j'aime et chaque fois ça me fait des recommandations. Ça, on peut le faire naturellement avec Python et aussi Instagram. Instagram aussi euh, utilise, est conçu en partie parmi les langages de programmation que j'ai utilisé pour Instagram, il y a bel et bien Python qui prend une très bonne partie. Donc voilà, en fait, en 6 points, ce qu'on peut dire rapidement comme ça, avec le temps qui nous est imparti, on peut dire rapidement sur Python. Mais comme je disais tantôt, si vous voulez aller plus loin, soit vous vous inscrivez, vous suivez une formation dédiée ou qui permet d'aller plus en profondeur, ou en faisant aussi des recherches personnelles. Vous pouvez, si vous avez le temps, vous pouvez aussi découvrir et mieux vous enrichir sur ce domaine. Il est important au niveau de connaître vraiment comment ça a commencé, quelles sont les motivations, pourquoi est-ce qu'on a fait. Il est important, lorsqu'on essaie de maîtriser ça dès le départ, ça nous permet de mieux comprendre l'évolution de l'application. Donc, on va donc aller très rapidement au niveau on va voir comment donc installer Python. Ici, je suppose que on va montrer comment je veux expliquer comment installer, par exemple, sur les différents systèmes d'exploitation. Mais le système d'exploitation sur ma machine, c'est Windows. C'est-à-dire que à mon niveau, ça sera installé sur Windows, mais
je peux vous expliquer rapidement comme ça, juste les petites différences lorsqu'on va installer sur, sur d'autres systèmes. Euh, dans, euh, on passe donc à l'installation de Python. Donc, je vais... Voilà. Comment est-ce qu'on installe donc Python sur les différentes exploitations? Donc, c'est tout simplement, on va aller sur le site web qui permet d'installer. Donc, je clique sur le lien. Voilà, ça ouvre de ce côté chez moi. Voilà le site qui permet, on est bien sur le site de Python ici. On est bien sur le site de Python à ce niveau. On est sur le site et sur ce site, vous voyez là, c'est bien écrit www.python.org. Vous tapez tout simplement ça et vous avez toutes les présentations. On a par exemple la download. Ça, ici, ça nous permet de télécharger. Comme je vous ai tantôt, la version la plus récente de Python actuellement, c'est quoi? C'est la version 3.13. Là, on est toujours dans la version 3, mais 3.13. Donc, il y a eu 3.1, 3.2. Actuellement, on est à 3.13. Et les différentes exploitations, que ce soit sur Windows, vous choisissez ici. Ici, par défaut, on a Download for Windows. Ça, c'est pour Windows. On a pour Windows, on a macOS et les autres plateformes. Vous entrez là. Donc, je vous invite à entrer au niveau de taper l'adresse du site web et essayer de découvrir là-bas. Mais il y a une précision ici, là. Donc, il faut noter que Python, à partir de Python 3.9 en montant, donc 3.9 plus en montant, on ne peut pas utiliser un Windows qui est plus récent que Windows. Ça ne peut pas être installé sur Windows 7, mais Windows 7 ou tout ce qui est récent. Donc, ça veut dire à partir de 3.9, 9.1 ou 9.2 jusqu'à en montant, il faut avoir au minimum Windows 8, Windows App sur votre machine. Windows 10 en montant. Mais si vous avez Windows 7, Windows XP, ça ne pourra pas installer. Il faudra prendre une version en dessous de 3.9, donc ça peut être 3.8, 3.7, 3.6. Donc, voilà, juste la petite précision. C'est-à-dire, si je veux trouver, c'est-à-dire, je peux, si je suis sur Windows, je viens, par défaut, là, je clique ici, ça me permet de télécharger, ou je viens dans en niveau Windows ici, je clique ici et j'ai les différentes versions. On dit la version la plus récente, la version Python, oui, c'est le Python 3.13, donc c'est ici. Et cette version a été publiée le 7 octobre 2024. Donc, nous sommes le 18 octobre actuellement. Donc, ça fait pas encore 2 semaines, mais à peine 11 jours qu'on a cette dernière version. Et là, il y a vous voyez la 3.14 est en cours, mais c'est pas encore totalement libéré. Et une autre précision ici, lorsqu'on veut installer, il faut se rassurer euh, quelle est de quelle version? C'est-à-dire, si notre système d'exploitation, est-ce qu'il est de 64 bits ou de 32 bits? S'il est de 64 bits, vous prenez celui de 64 bits. S'il est de 32, vous prenez celui de 32 bits. Pour le trouver facilement, si vous êtes sur Windows, vous tapez par exemple la commande DIAG. Donc, DIAG. Avec cette commande, ça vous permet ça vous affiche l'information sur global sur votre machine. Donc, ça va apparaître là d'un moment à l'autre. OK. Oui, cela apparaît. Et qu'est-ce que ça veut dire ici? Euh, OK. J'ai le Windows 10 comme 64 bits. Hein. Donc, à partir de quand vous mettez cette commande DIAG en un seul mot,